bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez suivre ce cours à distance qui se fait par le biais de cette vidéo. Il s'agit bien entendu d'une séance d'étude de texte. Et quand on dit étude de texte, cela ne veut pas dire forcément et uniquement le travail du sens. La langue se fait, l'étude du phénomène linguistique, rhétorique également, se fait d'une manière intégrée, d'une manière implicite, donc il n'y a pas une dissociation entre étude de texte, entre la compréhension du texte et l'étude du phénomène langagier ou le phénomène de langue. Donc la construction du sens implique un travail qui s'intéresse au texte, sa thématique, ses champs lexicaux, les tonalités présentes et ainsi de suite, mais aussi, pourquoi pas, au fur et à mesure, la rhétorique également, les éléments de langue également, et les leçons de langue également, entre autres, la tonalité, surtout la tonalité, les figures de style aussi. Voilà. Le texte à l'étude, il s'agit bien entendu du dernier jour d'un condamné, à travers un groupement de textes qui portent sur deux chapitres, à savoir le chapitre 27 et le chapitre 29. Un groupement de textes, c'est l'une des méthodes, normalement à travers laquelle on peut étudier ce roman, d'autant plus que le cadre référentiel de l'examen régional autorise à ce que même l'épreuve régionale porte sur deux textes, non seulement de la même œuvre, mais à partir de deux œuvres, c'est-à-dire à travers deux romans, à savoir La boîte à merveilles et Le dernier jour d'un condamné, ou bien à travers le roman et la pièce de théâtre, en particulier Antigone. C'est le cas par exemple dans l'une des épreuves régionales de l'Académie régionale de Casablanca, mais rares sont les épreuves où on avait assisté à ce choix. Généralement, le choix se fait par le biais d'un seul texte, c'est-à-dire une seule œuvre est présente dans l'épreuve régionale. Le dernier jour d'un condamné, un tout petit rappel avant d'entamer la lecture de ces deux extraits. Le dernier jour d'un condamné fait partie de la lignée des textes à idées. Il s'agit bien entendu d'un roman qui raconte une histoire. Il y a de la rhétorique, des figures de style. Il y a bien entendu des champs lexicaux, des thèmes, des réseaux sémantiques, des réseaux lexicaux. Il y a une histoire, il y a un personnage, un cadre spatio-temporel, une trame, un schéma narratif. Donc l'ensemble des éléments qui constituent la quintessence, l'essentiel d'un roman sont présents. Mais cela n'empêche pas de dire que l'essentiel, l'objectif majeur à travers ce roman, c'est d'aborder un thème, c'est de s'attaquer à une thématique, de prendre en charge une cause humaine, à savoir le droit de l'être humain à la vie, peut-on même dire le droit suprême. Et Le dernier jour d'un condamné, c'est un texte littéraire, un roman, un récit qui a permis à Victor Hugo d'aborder la problématique de la condamnation à mort, ou l'exécution, qui se fait normalement au nom de la loi. Voilà. Le premier extrait est bien entendu le chapitre 27. Je lis. Encore si je savais comment cela est fait, et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable, et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie, est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Et le médecin de malheur,
qui a inventé la chose, avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminée et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule, et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Oh, ma grâce, on me fera peut-être grâce. Le roi ne m'en veut pas. Qu'on aille chercher mon avocat. Vite, l'avocat, je veux bien des galères. 5 ans de galères. Et que tout soit dit. Ou 20 ans. Ou à perpétuité avec le fer rouge. Mais grâce de la vie. Un forçat, cela marche encore. Cela va et vient. Cela voit le soleil. Arrivons à cette partie que nous avons intitulée « À retenir avant de passer à l'entête ». Il faudrait se poser un certain nombre de questions. Commençons d'abord par qui parle. Bien entendu, comme d'habitude, c'est le narrateur, personnage principal, à savoir le condamné à mort. Et qu'il faut normalement séparer, dissocier de l'auteur qui est Victor Hugo. Donc là, c'est un personnage fictif, imaginaire, que Victor Hugo a créé pour son roman. Ça n'a rien à voir avec la vie réelle de Victor Hugo. Victor Hugo, l'histoire, montre qu'il n'a jamais été, un jour, condamné à mort pour qu'on puisse dire, bon, il se réfère à ses souvenirs, à sa situation réelle. Oui, il fait recours à son observation, à sa mémoire dans la mesure où il avait assisté bien avant à des scènes de décapitation. Il s'est rendu à Bicêtre. Il a un certain nombre de souvenirs, d'informations. Il ne faut pas oublier que l'auteur fait un travail d'enquête. Et il mène une enquête et qui lui donne la possibilité de recenser un certain nombre d'informations à travers lesquelles et à partir desquelles, en plus de son imagination, il parvient à créer son roman. Donc il parle, c'est le narrateur, personnage principal, c'est le condamné à mort. Et là, on peut parler en termes de focalisation interne, ou bien de point de vue interne. De quoi? Comme d'habitude, il parle de la décapitation, de la condamnation à mort. Il parle de la guillotine, sans pour autant prononcer son nom. Ce sont des choses sur lesquelles nous allons revenir par la suite. Comment? Et là, cette question renvoie normalement à la tonalité. Et là, on peut parler en termes de tonalité lyrique. Il y a des sentiments, il y a une exaltation de sentiments, de panique, de peur, pourquoi pas, d'angoisse, d'amertume. La quatrième question, où, bien entendu, on peut parler d'une manière générale en disant il est dans un espace carcéral, mais on peut dire on devrait normalement dire, puisqu'il s'agit du chapitre 27 et aussi 29, c'est la conciergerie. Quand là on devrait situer ce passage par rapport à la chronologie, par rapport aux événements, et on peut dire il y a une situation, si vous voulez, du passage un peu général, et on peut dire après le refus de son pourvoi et la visite de l'huissier, le directeur de la prison, lorsqu'il était à Bicêtre, pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, celle du refus de son pourvoi. Il y a une toute petite situation un peu secondaire, c'est après avoir rédigé et adressé une lettre à sa fille. Mais là, c'est une information un peu secondaire. L'essentiel, si vous voulez, c'est le fait que son pourvoi a été refusé. Et c'est sur cet événement que nous allons nous baser
dans l'analyse du chapitre 27 et nous allons montrer comment cette situation de passage, cet événement reste marquant et le plus important pour passer à l'analyse du chapitre 27. Voilà. Arrivant à l'entête, il y a 4 éléments par lesquels on devrait passer en traitant de l'entête. Vous avez le genre possible. Le genre possible, normalement, très souvent, à Victor Hugo, on associe une littérature romantique. C'est vrai, par exemple, les Contemplations ne peut être qu'un ouvrage, qu'une œuvre romantique. Un ensemble de poèmes normalement bourrés de sentiments ne peut être inscrit que dans le cadre d'une littérature romantique. Mais lorsqu'on parle le dernier jour d'un condamné, là c'est un roman mais qui n'a rien à voir avec la littérature romantique. C'est une littérature plus ou moins engagée, dans la mesure où ce roman constitue un moyen, un outil littéraire, oui, mais pour parler d'une cause, pour dénoncer un acte que l'auteur considère ou qualifie de barbare, d'inhumain, à savoir la condamnation à mort, la peine capitale, la décapitation. Et là, puisqu'on est dans la littérature engagée, le roman ne devrait être que roman à thèse, ou bien roman à idée. Mais on va, pour le moment, choisir le terme roman à thèse. Tonalité, suite à la lecture de ces 2 passages, il y a une exaltation de sentiments, oui, on peut parler en termes de tonalité lyrique. La situation pitoyable d'un condamné qui se rend compte que sa fin s'approche de plus en plus et qu'il n'a plus espoir et qui commence à supplier, réfère sans aucune hésitation à la tonalité pathétique. La situation du passage, on a déjà évoqué cet élément en parlant de con, en essayant de répondre à la question con. La situation de passage, il y a une situation un peu générale, qui a un rapport étroit avec la thématique évoquée dans le chapitre 27 et aussi le chapitre 29. C'est le fait que son pourvoi a été annulé et que la mauvaise nouvelle lui a été annoncée par l'huissier dans la présence du directeur de la prison. Il a été transféré de Bicêtre à la conciergerie. Voilà. Là, une récapitulation de ce que je viens d'expliquer. Donc, je vous laisse lire ce qui est proposé à travers ces 4 éléments, à savoir genre, support, tonalité, situation du passage. Maintenant, il y a une question qui se pose. Les axes possibles dans ce groupement de textes. La question, pour répondre à cette question, il faudrait passer par un travail de repérage et qui devrait aboutir à la validation d'un certain nombre de thèmes proposés ou bien des hypothèses de lecture. Voilà, les axes possibles. Nous proposons à travers ce groupement de textes 3 axes. La guillotine ou l'entité fantomatique. Fantomatique, ça vient du mot fantôme. Nous y reviendrons par la suite. Le deuxième axe, c'est la guillotine ou terreur. Et là, je mets entre parenthèses le lyrique. Et là, on est dans le cadre d'une tonalité, une leçon de langue, travaillée au fur et à mesure de la construction du sens. Axe 3, une supplication pitoyable. Et on est dans le pathétique et aussi le champ lexical de la supplication. Axe 1. Axe 1, la guillotine ou l'entité fantomatique. La guillotine, c'est un terme que nous proposons ici, mais que le narrateur n'a jamais osé prononcer. Il évoque, il traite, il désigne la guillotine, mais tout en faisant abstraction
du terme qui y réfère. Il tourne autour sans pour autant parler directement de la chose, sans pour autant avoir l'audace et le courage de prononcer son nom. Il la désigne par exemple en disant, je fais le choix de la première citation, le nom de la chose est horrible. Déjà le nom est horrible. Et la chose, le mot chose renvoie bien entendu à la guillotine. Deuxième citation, je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. Le narrateur s'interroge ici comment il avait le courage. Il s'étonne, il est stupéfait devant le fait qu'il n'a plus ni le courage ni l'audace de prononcer encore le mot de la chose, à savoir la guillotine. La troisième citation, la combinaison de ces 10 lettres, et là, si nous comptons les 10 lettres qui entrent dans la composition du mot guillotine, on a le G, le U, le I, le double L, le O, le T, le I, le N et le E. Donc c'est 10 lettres. Leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Épouvantable, vous avez le champ lexical des sentiments, de la peur, de l'horreur, de la terreur. Quatrième citation, la monstrueuse charpente. Il y a une sorte de métonymie. Charpente, c'est de parallèles qui permettent justement à ce lourd tranchant de descendre verticalement pour toucher avec exactitude le cou du condamné et par conséquent de couper sa tête, de séparer sa tête de son tronc. Ces deux charpentes normalement renvoient à la guillotine. Et par sens plus ou moins métonymique, la charpente, ou bien l'échafaud, comme on dit aussi l'échafaud, la charpente, ça renvoie à la guillotine. La monstrueuse c'est bien entendu l'adjectif du mot monstre, c'est quelque chose horrible, et on ne peut associer au mot monstre que le sens de la peur, de la laideur aussi, et de l'angoisse. Donc le choix du mot fantomatique s'explique par le fait que le narrateur parle de la guillotine sans pour autant prononcer son nom. Une sorte de fantôme invisible qu'on ne peut pas voir, mais sa présence présupposée suscite terreur et peur. Entité fantomatique dans la mesure où elle renvoie normalement à la mort. Et le mot fantôme connote aussi la mort, la tonalité tragique. Et là, on peut parler en termes de tonalité tragique dans la mesure où, à travers cet axe, on parle de la guillotine. Et la guillotine réfère à la mort. Il y a même le mot mort, couper la tête, et ainsi de suite. Donc il y a un champ lexical de la mort, de la tragédie et par conséquent de la tonalité tragique. Il faudrait signaler aussi que le narrateur avant a fait preuve d'un personnage orgueilleux. Il avait un caractère très fort et surtout il avait de l'orgueil, il avait de l'audace, il avait du courage. Et il pouvait prononcer le mot là, puisqu'il se rend compte de la fatalité de son sort, surtout après le refus de son pourvoi. La guillotine n'est plus quelque chose auquel il pourrait faire éventuellement face, mais ça devient plutôt quelque chose auquel il ne peut plus échapper. Il y a une sorte d'indéterminisme fatal, inévitable, qui brise le cœur du condamné et qui écrase, anéantit cet esprit d'orgueil que le narrateur avait manifesté bien avant. Il devient un personnage frêle, faible, fragile, et cela s'explique par
sa supplication par la suite qu'il allait manifester dans le chapitre suivant. Voilà. À travers ce deuxième axe, qu'on avait intitulé la guillotine ou terreur, la réalité de la guillotine devient de plus en plus éclatante, pertinente, et le narrateur associe à la guillotine, sans pour autant prononcer son nom, une réalité horrible, terrifiante. Il y a là un champ lexical de sentiments de peur, de terreur, ce qui explique aussi la présence de la tonalité lyrique. On note, la première citation, c'est horrible, l'horreur, effroyable, effrayé, idée épouvantable, hideux, la monstrueuse qui renvoie au monstre, affreux. Donc toutes ces expressions réfèrent à un champ lexical de sentiments, de peur. Il y a là une exaltation de sentiments de peur qui montre l'état frêle du condamné, qui n'est plus ce personnage orgueilleux, qui avait de l'audace, du courage, et qui pourrait faire face à la réalité. Maintenant, puisqu'il se rend compte de la gravité de la situation dans laquelle il est mis, il commence à fléchir, à devenir de plus en plus faible. Voilà. Arrivons au troisième axe, que nous avons intitulé une supplication pitoyable. Supplication dans la mesure où il y a un champ lexical de supplication. Le narrateur ne cesse de supplier, et la supplication montre un fléchissement, une faiblesse. Il se rend compte de la gravité de son sort et qu'il s'agit d'un destin implacable et d'une mort certaine qui attend le moment où elle devrait s'effectuer. Donc on a O comme étant une interjection d'exclamation, de sentiment. Oh ma grâce, on a aussi ma grâce, on a grâce de la vie. On me fera peut-être grâce. Donc déjà le mot grâce a été répété, repris en plusieurs reprises. Je viens de galère, 5 ans de galère, ou 20 ans, ou à perpétuité. Là, on devrait signaler une toute petite chose, c'est que dans le chapitre 13, que nous avons étudié bien entendu, bien avant, lorsqu'il avait assisté à cette opération qui consiste à ferrer les forçats avant de les transférer là où ils devraient s'acharner sur leurs travaux pénibles qu'ils devraient exécuter, en voyant leur situation pitoyable, son orgueil à cette époque-là, à ce moment-là, l'avait empêché d'accepter un tel destin. Et il a préféré mourir en plusieurs reprises que d'être forçat. Et là, et même lorsque son avocat venait lui annoncer qu'il aurait peut-être pu bénéficier d'une perpétuité ou d'un jugement autre que la peine capitale, le narrateur avait manifesté son refus immédiat et il a considéré cela comme étant une atteinte à son orgueil. Il a préféré mourir sur le coup que d'être condamné à perpétuité ou travaux forcés. Là, dans ce chapitre 29, il confronte la réalité, il se trouve face à la réalité, il commence à penser à autre chose que la mort. Et là, il appelait mon avocat parce qu'il a déjà refusé l'offre de l'avocat. Et il préfère maintenant être forçat parce que cela marche encore, cela va et vient, cela voit le soleil, c'est-à-dire cela reste en vie. Voilà. La synthèse que nous proposons à ce groupe, pour ce groupe de textes, ce groupement plutôt de textes, est la suivante. Dans le chapitre 27, l'affreuse image de la guillotine, l'affreuse veut dire tout simplement quelque chose qui fait peur.
obsède la pensée du narrateur. Il ne peut plus penser à autre chose que d'être condamné à mort, que d'être dans l'obligation de faire face au lourd tranchant de la guillotine. Cela devrait normalement susciter en lui un sentiment de terreur et de dégoût, une sorte de champ lexical des sentiments, ce qui nous permet justement de parler en termes de tonalité, et plus précisément tonalité lyrique. Tonalité, ça veut dire registre littéraire. Il est appelé également ton, mais normalement on opte pour l'appellation tonalité, ou registre littéraire. Je dis, le nom de la chose terrorise. Terrorise veut dire tout simplement lui fait peur, au point qu'il la décrive sans pour autant avoir l'audace de prononcer son nom. Il désigne, il qualifie, il décrit la guillotine, mais pourtant il ne prononce jamais son nom. Voilà pourquoi on a parlé dans cette synthèse, dans cette étude, dans cette analyse plutôt, en termes de fantôme. On a dit qu'il s'agit d'une sorte de fantôme, ce qui fait d'elle une entité ou une chose, quelque chose, qui hante la pensée et l'esprit du condamné. Ce dernier se trouve obligé d'évoquer ses sentiments et puis se lancer dans un lyrisme éclatant, ce qui fait du 29e chapitre un texte traversé par une panoplie d'expressions appartenant au champ lexical de la supplication. Un autre point, le chapitre 27 prépare, si vous voulez, le lecteur à admettre la supplication exprimée, exaltée par la suite par le narrateur dans le chapitre 29, alors que l'on a l'habitude d'avoir, ou on a l'habitude plutôt de faire face à un personnage courageux et orgueilleux qui est là pour toute chose sauf admettre qu'il devrait ou qu'il méritait d'être condamné à mort. Ainsi, notre condamné se lance dans un moment de délire, et le délire est quelque chose que le narrateur évoque en maintes reprises lorsqu'il parle de son état fébrile, en parlant de la fièvre. C'est pour dire que même dans ses rêves, même lorsqu'il dort, même lorsqu'il est en sommeil, il ne peut pas échapper, il ne peut guère fuir l'horreur d'être condamné à mort et que les mêmes sentiments l'accompagnent pendant son sommeil. Et cela nous rappelle l'une des citations célèbres de Victor Hugo. Il parle en termes de sommeil convulsif. Et convulsif, c'est un adjectif qui renvoie aux convulsions, un terme qui fait partie d'une nomenclature propre à la médecine. Ce sont ces gestes involontaires, des réactions involontaires, plus ou moins physiques, lorsque la température du métabolisme humain dépasse les 37 degrés. Et par réaction, le corps commence à réagir avec des mouvements involontaires. Voilà. Pour manifester cet état fébrile dans lequel le corps humain, le métabolisme humain se trouve. Métaphoriquement, là, il y a un délire suite à cette fièvre, plus ou moins morale, et on est dans un sens un peu figuré. Je reprends la lecture de cette synthèse dans un discours suppliant. Il y a là un discours, à travers un monologue pitoyable, mais ce n'est plus ce discours orgueilleux, c'est plutôt un discours suppliant et pathétique, à travers lequel il espère échapper à son destin fatal et implacable, c'est-à-dire un destin qu'il ne peut pas éviter, à savoir celui d'être condamné à mort. Avant de terminer cette synthèse, j'aimerais bien évoquer une toute petite information historique à laquelle l'auteur a fait référence en parlant de ce médecin plutôt,
malheureux, ce médecin de malheur, qui a inventé la chose. Malheureux parce que le but pour lequel la guillotine a été inventée, un tout petit peu, il a été par la suite dévié par les partisans de la décapitation. Je dis, qui a ce médecin qui a inventé la chose, savoir la guillotine. Et là, on devrait expliquer ou rappeler que la guillotine, au début, n'a pas été inventée dans l'intention de décapiter des gens, mais plutôt pour les opérations d'amputation des membres. C'est le moment où on devrait couper un membre qui se trouve en état de dégradation avancée et qui constitue normalement une menace pour la vie des patients. Le médecin, au lieu de couper le membre avec une scie, sachant que cela nécessite l'implication de plusieurs personnes, pour attacher, pour immobiliser le patient, et l'opération prend du temps avant que le membre soit complètement coupé ou amputé, et parfois le patient s'évanouit au moment de l'opération. Ce médecin de malheur, entre guillemets, en empruntant l'expression à Victor Hugo, a pensé à fabriquer ou à créer une machine, et là je mets le mot machine entre guillemets, et qui fait la chose, c'est-à-dire l'amputation d'une manière rapide et accélérée, et le membre se trouve coupé en un temps record, en un laps de temps, et on essaie ainsi de réduire la souffrance, surtout physique. Et les partisans de la condamnation à mort, à un moment donné, se sont dit, bon, pourquoi ne pas se servir de cette machine, à savoir la guillotine, qui a été fabriquée d'abord à des fins sanitaires, médicales ou chirurgicales, pour enfin la dévier de son intérêt médical, en se servant de la guillotine par la suite, pour exécuter des gens. Et voilà pourquoi Victor Hugo évoque ce médecin qu'il qualifie de malheur dans son roman. Voilà, notre analyse touche à sa fin. Merci de votre attention.